Vous écoutez Nana FM, il sonne 7h17 à Lomé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM. Depuis la révélation du scandale lié aux sociétés écrans mises en place par les premiers responsables de Wassem dans le but de dissimuler leur fortune, le parti ADI a été le seul à réclamer officiellement l'ouverture d'une enquête exigeant que les responsabilités éventuelles de l'actuel Premier ministre dans cette affaire soient établies et qu'il démissionne en cas de véracité des faits. Mais le silence des autres partis politiques interpelle certains journaux et ce matin nous nous interrogeons pourquoi l'opposition semble si silencieuse sur les Panama Papers. Et pour en parler, nous sommes avec Éric Dupuis, conseiller de Jean-Pierre Fabre et chargé de communication au sein du principal parti de l'opposition, l'ANC. Bonjour Monsieur Dupuis. Bonjour Monsieur Fagnon. Le débat se fera également avec vous auditeurs qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 23 20 63 49 ou le 91 09 71 71 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou. Pourquoi l'opposition semble si silencieuse sur les Panama Papers? C'est le thème du jour. Mais avant, Éric Dupuis, en début de semaine, Nicolas Lawson, le président du PRR, le Parti du Renouveau et de la Rédemption, a adressé un courrier à votre parti, plus précisément à Jean-Pierre Fabre, l'invitant à signer un pacte patriotique avec Faure et Sozimna Gnassingbé pour l'avancement du pays. C'est vrai que vous n'êtes pas Jean-Pierre Fabre, mais vous êtes son conseiller. Dans sa prise de décision, il écoutera probablement votre point de vue. Que répondez-vous à cette proposition ? Bon, je n'ai pas de réponse particulière à donner. Il appartiendra à M. Fabre, le président national de l'ANC, de répondre à ce courrier. Mais ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives qui se posent. Et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt la lettre. D'ailleurs, ce n'est pas une lettre seulement adressée à Jean-Pierre Fabre, mais c'est une lettre qui a été adressée également à M. Faure Gnassingbé. C'est une initiative parmi tant d'autres. Mais la question que je me pose, c'est que est-ce que c'est nécessaire d'aller signer un accord qui ne servirait à rien avec Faure Gnassingbé au lieu que tous les partis politiques de l'opposition se mettent ensemble pour obtenir les réformes institutionnelles, constitutionnelles, telles que prévues par l'APG. Monsieur Lawson n'est pas sans savoir que ADI, les députés de ADI et de l'ANC, ont déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Je pense que ce serait plus sage de soutenir cette initiative plutôt que d'aller vers encore un compromis sans lendemain. Nous devons savoir que les accords ont été signés au Togo. Il y en a plusieurs. On peut en citer des tonnes. Et celui dont on parle aujourd'hui encore, qui a été signé en 2006, ça va faire 10 ans dans quelques jours, c'est-à-dire le 20 août prochain. C'est l'accord politique global qui a réuni tous les partis politiques et qui a fait intervenir nos amis du Burkina, en la personne de Blaise Compaoré. Nous avons eu le soutien des pays partenaires en développement qui ont soutenu ce dialogue-là, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Donc, un accord encore avec M. Faure Gnassingbé serait... disons, renvoyer au calendrier grec ce que le peuple togolais attend depuis des années, je veux dire les réformes politiques dans notre pays. Alors, vous l'avez dit, vous comptez beaucoup plus sur la proposition de loi introduite à l'Assemblée nationale portant modification de la Constitution. Nous allons en parler vers la fin de cette émission. Alors, dès maintenant, les Panama Papers, depuis quelques jours, presque tout le monde en parle. Pourquoi ce silence de l'ANC, plus précisément, qui généralement publie soit des communiqués ou organise des conférences de presse pour dénoncer ce genre de choses? Vous savez, la communication d'un parti politique, ce n'est pas du journalisme. Nous ne courons pas après les scoops, nous ne courons pas après la rapidité de la réaction face à de tels événements. Un parti politique, dans sa communication, dans son message, doit peser les termes, que ce soit sur le plan juridique, sur le plan politique ou sur le plan économique. Il y a des vérifications à faire. Rappelez-vous, il y a au mois de mai, les mêmes journaux, d'ailleurs je les félicite d'ailleurs pour le travail extraordinaire
qu'ils abattent depuis quelque temps, on peut être fier de voir que la presse togolaise aujourd'hui se bat, informe de manière sereine, de manière fouillée, les populations. Et je félicite les quotidiens, l'Alternative qui a fait un travail extraordinaire, Liberté et les autres. Et je vous rappelle que l'Alternative a sorti le document sur Ouassem le 26 juillet, d'accord ? Et Le Monde, et le même document apparu dans Le Monde le 27 juillet. Vous savez, le 3 mai 2016, Liberté et Alternative avaient sorti un document analogue sur l'accaparement des richesses dans notre pays, et notamment en ce qui concerne Servair, les actionnaires de Servair. Vous vous en souvenez? C'était sorti le 3 mai. L'ANC a réagi le 24 mai. Après avoir analysé à fond le dossier, ainsi le chef de file de l'opposition, président national de l'ANC, avait adressé une lettre au Premier ministre le 24 mai 2016, c'est-à-dire 21 jours après, pour lui poser des questions sur cette situation. Et Jean-Pierre Fabre disait dans son courrier que tous ces manquements sont graves et préoccupent l'opinion nationale et préoccupent l'ANC. Et il souligne que ce sont les personnes qui occupent les hautes fonctions étatiques qui usent de leur trafic d'influence pour s'enrichir. Parce que quand on regarde l'actionnariat au Togo, c'est malheureusement seulement quelques rares personnes. Ce que M. Fonia-Sibé lui-même a qualifié de minorité, une petite minorité qui accapare les richesses de ce pays. Et Jean-Pierre Fabre avait demandé au Premier ministre de lui fournir des documents concernant certaines entreprises, dont la BTCI, Edi Togo, SNTP, Lonato, ainsi de suite, et également Ouassem, en demandant de nous fournir les bilans de ces sociétés, de fournir également la liste des actionnaires et également la part de la République togolaise, de l'État togolais dans ces sociétés. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas obtenu de réponse. Alors, je ne comprends pas pourquoi, au bout d'une semaine, on ne laisse pas l'occasion, le temps aux partis politiques responsables que nous sommes de réfléchir, d'analyser le document à fond et de choisir de manière sereine la réponse à apporter à cette situation. Vous savez, dans cette affaire de Ouassem, il y a une question qu'il faut encore se poser. On n'a pas encore la réponse. On est en train de vérifier. Est-ce que Ouassem est toujours, aujourd'hui encore, dans la zone franche? La question est posée. Il faut vérifier cela. Peut-être que ça va orienter la communication de l'ANC. Et puis, est-ce que c'est la réaction à travers un communiqué qui est nécessaire ou suffisant? Je dis non. Ce qui nous préoccupe, ce n'est pas seulement une condamnation de ces abus, mais une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre. Donc, globalement, pour combattre cela. Vous vous donnez encore une vingtaine de jours je ne prendrai pas d'engagement. Ça ne serait pas responsable. Alors, de ma part. Le même journal. Soyons sérieux. Je voudrais allez-y. Que l'ANC analyse à fond sur plusieurs plans. Je vous ai dit sur le plan juridique, sur le plan économique et sur le plan politique, la réponse appropriée à apporter
à cette information. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que en 2014, Jean-Pierre Fabre avait organisé dans ce pays une conférence de presse sur les flux illicites, où il avait annoncé qu'il y a plus de 1000 milliards qui quittent ce pays chaque année. Mais après cette conférence de presse, nous avons diffusé l'information très largement au Togo et à l'extérieur du Togo. Et non seulement ça, nous nous sommes intéressés aux populations togolaises, à qui appartiennent les richesses du pays, vous voulez dire? Voilà. Et alors, on est allé vers elles à travers nos fédérations, nos sections, nos sous-sections, pour leur expliquer ce que cela voulait dire. Et Jean-Pierre Fabre a fait plus de 3 mois de tournée à l'intérieur du pays pour expliquer cela aux populations. Le même journal que vous avez cité, en l'occurrence l'Alternative, constate que vous ne réagissez pas à ce genre de scandale avec la même promptitude que vous appliquez à la question. Laissez-moi finir la question, s'il vous plaît. Au sujet lié, par exemple, aux réformes constitutionnelles et institutionnelles, le cas, par exemple, de la création du projet de loi portant création de nouvelles communes et de nouvelles préfectures, vous aviez même anticipé, expliquant que l'État avait des intentions électoralistes. Pourquoi, pour des sujets qui concernent autant la gestion du pays, il faudrait attendre une vingtaine de jours, si je m'en tiens à l'exemple que vous avez donné? Arrêtons de faire des amalgames. Les réformes institutionnelles et constitutionnelles, les locales, ça date de quand? Nous sommes en train de nous battre sur ça depuis 2004. Puisque c'est en 2004, à travers le 22 engagements, que le Togo s'était engagé à faire les locales. Mais nous avions, ça fait 12 ans que nous nous battons là-dessus. Ce n'est pas à l'annonce seulement du ministère de l'administration territoriale que l'ANC s'est réveillée. Ça fait plus de 12 ans que nous nous battons sur cela. Est-ce que maintenant, il y a une information, et nous saluons la qualité de cette information qui vient de sortir. Nous ne sommes pas des journalistes. Nous ne courons pas après les scoops. Justement, c'est vrai ce que vous dites. En tant que responsables politiques, nous avons l'obligation de prendre au sérieux ces informations-là, de les analyser et de savoir quel angle politique nous allons pouvoir utiliser cette information. En même temps, un journaliste ne peut pas nous imposer le timing à l'utiliser pour pouvoir organiser notre communication. Si tel devait être le cas, nous choisirons des journalistes pour organiser notre communication et nous ne prendrons pas des politiques pour organiser notre communication. Vous avez raison de saluer le travail de ces journalistes parce qu'en même temps vous réaliserez que c'est difficile, c'est plus difficile aux journalistes d'avoir accès à un certain nombre d'informations qu'ont vos députés, par exemple, les députés ANC à l'Assemblée nationale. Est-ce que quelque part, vous n'auriez pas dû être au courant de ces malversations, si elles sont avérées en tout cas, ou de ces soupçons, avant même les journalistes, puisque vous l'avez dit, vous avez demandé des comptes de Ouassem. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu insister un peu plus avant que ce scandale n'éclate au grand jour? Monsieur Afanou, je vous ai donné lecture tout à l'heure partiellement d'une lettre que le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre a adressée en date du 24 mai 2016 au Premier ministre. Depuis mai à ce jour. Jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a eu des interpellations à l'Assemblée nationale. Le sujet a été évoqué par nos députés à l'Assemblée nationale. Et nous continuons à travailler dessus. Ça veut dire qu'il y a une faille dans le contrôle de l'action gouvernementale par les députés. Il ne faut pas considérer, M. Afanou, que du moment où on a condamné quelque chose, où on a soulevé un problème, que c'est fini, on l'abandonne. Non, on continuera à se battre dessus, même si ça doit durer 6 mois ou 1 an, on continuera à se battre dessus. Il ne faut surtout pas qu'un sujet aussi important que celui de Ouassem ne dure qu'une semaine et se laisse emporter par l'actualité politique et sociale. Non, il faut régulièrement revenir là-dessus, il faut prendre le temps de l'analyser. Vous savez, quand on parle de ce document-là, moi j'ai entendu des commentaires, j'ai entendu des analyses, des confusions extraordinaires. Je suis un ancien banquier. Je peux vous dire que l'actionnariat ne pose pas de problème en soi. C'est même conseillé pour le développement économique d'un pays. Les journaux ont surtout dénoncé des conflits d'intérêts. Je termine si vous permettez. Allez-y. Dans les pays développés, l'actionnariat est même
aidés par l'État, par des facilités fiscales pour pouvoir orienter l'épargne publique vers les entreprises. L'actionnariat, c'est quoi? C'est la détention d'une part sociale, c'est-à-dire d'une portion d'un capital d'une société. Avec les dividendes à la fin de l'année en cas de profit. Non, ce n'est pas ça. Attendez. Quand vous détenez des actions, quand vous créez une société, vous apportez un capital. Ce capital-là, c'est votre outil de travail, c'est ça qui va permettre à l'entreprise de tourner. Et après, vous aurez des concours bancaires qui vont compléter cela. C'est le patrimoine de l'entreprise, le capital social. Mais si vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous pouvez demander à vos frères et sœurs d'être actionnaires dans votre société, s'il s'agit d'une société familiale ou d'une SARL, et plus élargi s'il s'agit d'une société anonyme. Et c'est un investissement sur lequel ils attendent attendent des profits. C'est un investissement, c'est exactement comme si vous achetez des pierres, une maison. Mais vous pouvez perdre cet argent-là si jamais l'entreprise périclitait. Et chaque année, en contrepartie, vous touchez des dividendes qui sont une partie des bénéfices après impôt. Alors, est-ce que toutes ces précautions que vous prenez pour aller vite... Attendez, non, je termine, c'est très important parce que les gens ne le comprennent pas. C'est très, très important. Maintenant, ce qui est grave au Togo, c'est que l'utilisation de l'actionnariat est dévoyée par le régime. C'est-à-dire que cet actionnariat est réservé à une minorité qu'on retrouve dans toutes les entreprises. Un peu partout. Et parce qu'il s'agit d'une prise illégale d'intérêt. C'est-à-dire que les gens, ça s'appelle aussi de la concussion, c'est-à-dire que des gens, à cause de leur poste ministériel ou chef d'entreprise d'État, ou leur position dans la hiérarchie politique autour du régime RPT-UNIR, se servent. Et souvent, ce qui est très grave, on peut résumer cela en corruption, c'est-à-dire que pour des services rendus, en guise de rétribution, les sociétés offrent gratuitement des actions à ces personnes. Je vais vous prendre un exemple tout à fait simple. Là, en deux mots. On risque de perdre du temps. Allez-y, en 30 secondes. En 30 secondes. On prend l'exemple, par exemple, du ministère de l'Équipement qui décide de renouveler le parc automobile. Parce que il va donner le marché à tel constructeur d'automobile. En récompense, il aura une 4x4 d'une valeur de 50 millions. Ça, c'est de la corruption. C'est la même chose au sein des entreprises et c'est ce que nous reprochons. Si il y a transparence dans l'acquisition des titres, il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a la confusion entre le rôle politique et la gestion des entreprises privées. Il ne faut pas confondre les deux. Et puis, pour terminer, on ne fait pas de la politique pour s'enrichir. Je ne peux pas comprendre que un homme qui a été ministre, qui a été député, qui a été dans les impôts, responsable des impôts ou responsable des douanes, puisse se prévaloir d'une fortune colossale, parce que nous connaissons le salaire des cadres, des ministres et autres au Togo, et à partir du moment où cette personne peut justifier d'une fortune colossale, on est en droit de se demander comment est-ce qu'il a pu se constituer cette fortune. Alors, est-ce que ces précautions que vous prenez vous empêchent, par exemple, de prendre acte de ces révélations dans les journaux et de demander qu'une enquête soit ouverte simplement en attendant? Pourquoi vous voulez me dicter ce que je dois faire? C'est une interrogation, ce n'est pas une obligation. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est juste la question. Si j'ai envie de le faire dans 24 heures, dans 72 heures, vous pouvez me le dire. Est-ce que vous connaissez mon intérêt dans la chose? Est-ce que vous savez ce que je suis en train de préparer? Soyons patients. Donnons la responsabilité et considérons les hommes politiques comme des gens responsables et sérieux. Alors, vous venez de dire, si je sais, si vos intérêts par rapport à la chose, comme Idjanta sur la page Facebook de Nana FM dit que cela l'étonne que l'opposition dans sa globalité ne réagisse pas. On a l'impression que nos opposants ont aussi des actions dans cette société. Silence coupable. Quand au mois de mai, on avait réagi, pourquoi la même chose n'a pas été dite sur les autres partis politiques qui n'avaient pas réagi? Que pensez-vous alors du cas de l'Islande où jusqu'à la révélation... Quand en 2014, Jean-Pierre Fabre avait organisé une conférence de presse ici pour dénoncer les flux illicites,
quelle a été la réaction des autres partis politiques dans ce pays? Quelle a été la réaction de ceux qui donnent des leçons aujourd'hui? Aujourd'hui, l'ANC est le principal parti de l'opposition. On ne va pas s'appesantir sur cela. Continue à jouer son rôle en tant que parti responsable. Nous n'allons pas sauter sur des sujets que nous n'avons pas au préalable. Je vous ai posé une question. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous donnez le temps d'étudier le dossier. Allez-y. Vous savez que... Même si je ne vais pas vous répondre. Vous savez qu'une société extractive ne peut pas être dans la zone franche. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui si Ouassem est dans la zone franche ou pas? Ça reste une question posée. Mais et des affirmations vont... Avant de réagir, moi en tant que responsable, je veux avoir cette réponse-là. Nous allons prendre un premier auditeur en ligne sur le 23 20 63 49. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle monsieur. comment? C'est monsieur Briand. Briand de... Super Taco. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour monsieur Dupuis. Bonjour monsieur Briand. Oui, bon. Nous avons toujours l'habitude de vous apprécier. Sauf que j'ai l'impression que vous semblez toujours être dans votre vieille habitude, c'est-à-dire celle d'être souvent réfractaire aux petites critiques qui sont souvent objectives. Alors, concernant ce problème de Ouassem, je crois qu'un parti politique comme l'ANC devait normalement avoir une cellule de communication très efficace qui devait à chaque moment relever cette déficit au niveau de l'État. Et à l'Assemblée, il revient à vous maintenant de faire étaler ces problèmes à l'opinion publique pour que tout le monde le sache. Maintenant, quand les journalistes le font, bon, souffrez qu'au moins, on vous reproche de ne pas avoir réagi à temps. Et que quand c'est les journalistes qui ont découvert ces éléments au niveau de Ouassem, il revient que vous aussi, vous les épaulez et que vous vous jetez au moins sur ça pour que ça prenne effet. C'est vous qui portez la voix du peuple. Nous vous disons merci, M. Briand, d'avoir participé à ce débat. Une réaction rapide à ce qu'il a dit. Il faut donner du temps au temps. Mais je ne sais pas, M. Briand, je ne vous comprends pas. Ce qu'il a dit était plus ou moins clair. Ce n'est pas parce que ça a été annoncé que la nuit, je vais sortir un communiqué. Peut-être qu'en me donnant 3 jours, 4 jours, une semaine de réflexion, mon action sera plus pertinente. Il faut quand même accorder aux hommes politiques cette qualité, cette capacité d'analyse et de sens de la responsabilité. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Albert de Kabeli. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Eric. Bonjour, monsieur. Bon, au fait, ce n'est pas une accusation. Hein. On ne vous accuse pas. Seulement, vous êtes un grand parti politique. Vous représentez énormément la population togolaise. Devant cette situation, même si vous avez des actions à faire, il fallait au moins sortir un communiqué pour condamner d'abord. On n'est pas contre vous. On vous exhorte à mieux faire. Nous disons merci, Albert. Merci beaucoup, Albert. Kakaveli. Mais s'il vous plaît, donnez-nous le temps de réagir et vous serez même très surpris par la qualité de notre réaction. Un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? C'est Maglo. Bonjour, monsieur Dupuis. Monsieur Maglo, bonjour. Moi, je suis très surpris de cette question même, de savoir pourquoi ils n'ont pas vite réagi. Est-ce que nous avons besoin d'une réaction de ces partis politiques? Les dénonciations, on en a marre. Nous voudrions maintenant des actions des responsables politiques. Nous voulons des actions vigoureuses. On a assez tellement dénoncé que lorsque même un parti politique dénonce, les gens disent que ça va passer, parce que nous parlons. Monsieur Maglo, oui. Les actions que vous attendez du gouvernement, est-ce que vous pensez que ces actions viendront d'elles-mêmes? Est-ce qu'elles viendront d'elles-mêmes? Pardon? Est-ce que ces actions viendront d'elles-mêmes? Mais il se concertent. Il y a des actions qui mènent en douce. On n'a pas besoin de crier. Laissez-moi dire ceci. Le sujet est tellement touffu. Panama Papers, il faut avoir une hauteur même avant de comprendre. Il y a là une notion d'évasion fiscale et de fraude fiscale. Il faut faire comprendre à certains partis politiques. Regardez, il y a certains partis qui ne savent même pas. Et jusqu'aujourd'hui, même il y a des gens qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Et puis tout à l'heure, vous avez posé une question à M. Dupuis, à savoir pourquoi ils ont réagi
pense aux réformes. Les réformes, ça c'est fondamental. Je ne lui ai pas demandé pourquoi ils ont réagi, hein, M. Maglo. C'est ça, même le soubassement de la démocratie, c'est ça qui va faire qu'il y aura même plus de ces Panama Papers. Ça, c'est très fondamental, même c'est la cause même du mal que nous vivons au Togo. Vous voyez? Donc, moi, je crois que c'est du bababa que de dire que pourquoi ils n'ont pas réagi. La réaction, ça nous amènerait quoi? Nous vous disons merci. Merci beaucoup, M. Maglo. Merci, M. Maglo, d'avoir légèrement déformé mes questions. M. Maglo a dit quelque chose de très important. Allez-y. Vous avez mal compris. Il n'a pas parlé de l'action du gouvernement. Il a parlé de l'action des partis politiques. C'est-à-dire que dénoncer, il a parlé des deux. Dénoncer ne suffit pas. Il faut agir. Et je vous ai dit tout à l'heure que quand Jean-Pierre Fabre, en 2014, et tout dernièrement quand il avait écrit au Premier ministre, il y a un travail sur le terrain, un travail d'information, de sensibilisation. C'est ce que nous devons faire. Nous devons expliquer aux populations le contenu de ça, ce que c'est que l'actionnariat, ce que c'est que l'évasion fiscale, ce que c'est que les flux illicites. De manière, je vous ai dit tout à l'heure en commençant, que c'est le peuple qui est souverain. Si le peuple ne comprend pas votre langage, vos dénonciations, c'est en cela que le peuple ne peut pas vous aider. C'est en cela que quelque part le peuple vous délègue une certaine confiance. Parce que ce n'est pas à travers des communiqués. Il y a un travail sur le terrain à faire. Ça peut passer par là également. Non, ce n'est pas suffisant. Briand l'a dit, Albert aussi. Ce n'est pas suffisant. Mais ça peut passer par là. Ça peut, mais pas suffisant. Et nous voulons que ça soit efficace et efficient. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Monsieur Victor Richard. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Eric Dupuis. Bonjour, monsieur. Monsieur Eric Dupuis. Vous voyez, nos aïeux, par exemple, le roi Béhanzin, il n'a jamais été à l'école, mais il ne s'est jamais permis à livrer le Bénin aux Européens comme ça. Ça n'a pas été facile, mais le prix de sa mort. Ce que nous voyons, c'est nous n'allons plus se limiter aux dénonciations. Il faut aller même sur les lieux pour mobiliser la population. On voit que ces actions se limitent seulement, mais par exemple, à Vaughan ou bien à Pémé. Ce qui se fait là-bas, c'est lamentable pour nos pauvres citoyens qui vivent là-bas. On extrait nos ressources, on amène, et les pauvres Togolais sont dans la misère. Et nous qui sommes des intellectuels, on les laisse dans la misère. On se dit, vous ne voyez que c'est lamentable. Et maintenant, ce qu'il faut prendre maintenant, si vous votez, vous prenez une loi et puis ils ne veulent pas voter, mobilisez la population de cette région. Alors, Victor Richard. De se limiter à Lomé. Victor Richard. Oui. Est-ce que vous pensez que les dénonciations sont quand même nécessaires? C'est aussi nécessaire aussi, mais il faut passer aussi à l'action sur le terrain. Merci, nous vous disons merci, Victor Richard. Je peux vous dire que vous aurez de nos nouvelles dans les tout prochains jours parce qu'il y a tout un programme d'information, de sensibilisation sur tout le territoire national dans les tout prochains jours. Le 23 20 63 49, pourquoi l'opposition semble si silencieuse sur les Panama Papers? Auditeur en ligne, allô? Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Monsieur. Fabio de Cordelia Copé. Allez-y, nous vous écoutons. Ok. Je voudrais bien m'adresser à monsieur Dupuis pour dire que normalement, il devrait réagir à temps, même s'il veut disposer largement du temps pour faire les enquêtes et les recherches pour voir la véracité des faits. Il peut quand même tenir une conférence de presse pour dire qu'il prenne à le corps cette question et si après les recherches cela s'avérait vrai, c'est telle et telle action, même la démission du Premier ministre qui sera demandée. Mais garder le silence et venir nous dire qu'ils sont en train de faire les recherches tout d'abord, moi je pense que c'est adopter la loi du silence comme le fait le régime. Maintenant, à l'intention de vous les journalistes, je voudrais bien vous demander, au lieu de s'acharner sur l'ANC... Il n'y a personne qui s'acharne, M. Fabio. Ok, bon. Au lieu de demander la réaction de l'ANC, il vaudrait mieux plutôt demander la réaction du Premier ministre ou même du régime en place. Ne soyons pas des journalistes commères et demander à chaque fois, réclamer à chaque fois là où il ne faudrait pas. Réclamer tout droit du régime ou même de la personne
incriminer, je ne sais pas, un droit de réponse. C'est mieux que de se verser sur l'ANC. Merci. Nous vous disons merci, Fabio. Monsieur Fabio, depuis Kodovia Kopé. pour votre question. Je voudrais juste vous dire que se précipiter pour donner une information et après vérification, faire marche arrière n'est pas une bonne chose en termes de communication. Et puis deuxièmement, pour nous à l'ANC, demander la démission de Pierre-Paul Jacques n'est pas notre préoccupation. Parce que c'est le régime lui-même qui pose problème. Parce que c'est un régime qui est basé essentiellement sur l'enrichissement illicite. Vous savez, on voit des gens qui sont des instituteurs, des gens qui occupent des postes, et puis du jour au lendemain, ils sont conseillers ou ministres, et ils deviennent multimilliardaires dans ce pays. C'est pour ça que nous nous battons. C'est le régime tout entier qu'il faut faire tomber, c'est-à-dire qu'il faut que ce régime, qui dure depuis plus de 50 ans, arrête sa politique de nuisance dans ce pays, et pour que la gestion du patrimoine commun soit la plus transparente possible, parce que ce pays nous appartient à tous. Parce que dans la proposition de loi, dans notre proposition de loi, dont nous allons parler bientôt, la majorité des réactions sur la page Facebook de Nana FM disent « Ne soyons pas surpris de voir des noms d'opposants parmi les actionnaires ou sur des listes à venir. Il y a un silence coupable et ils estiment qu'il y a un deal sur le dos des Togolais. » C'est totalement absurde. C'est totalement absurde. Moi, dans ma profession passée, j'ai vendu des actions et des obligations. Ces personnes qui disent cela ne savent pas ce que ça veut dire une action. N'importe qui peut acheter une action. Moi, si demain, on me dit « Ah, il y a telle société qui se crée au Togo » et que j'analyse le projet de création de société et que je vois que la société peut être pérenne, si j'ai les sous... Justement, c'est là qu'intervient la notion de profit. Il faut avoir les sous d'abord avant d'acheter des actions. Vous savez ce que ça coûte une action ? Parfois pas grand-chose. Parfois pas grand-chose. Voilà, cela réside maintenant dans le nombre. Dans le nombre que vous allez acheter. Et donc, c'est absurde. Ça veut dire que ceux qui disent des choses comme ça n'ont aucune connaissance de l'économie des entreprises. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô ? Ici. Bonjour, madame ici. Comment allez-vous ? Yes. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà, l'opposition serait silencieuse. Je crois que l'opposition a toujours dénoncé des dans ce pays. Il y a 2 ans, je crois, on nous avait parlé de plus de 9 000 milliards qui seraient sortis du pays. Et puis, il y a eu 2 milliards sur les comptes d'un enfant et tout ça là. Moi, mon problème, est-ce que, comme le gouvernement tellement traîné au pouvoir, qui sont devenus tous des ascètes, combien eux, ils payent la tonne de ciment? C'est ça, moi, mon problème. Donc, le SMIC est à 15 000. L'histoire des 35 000 qui disent, c'est pas vrai. Il n'y a pas de moyens dans le pays. Et nos bonnes sont payées à 15 000. Voilà, pas plus. Et on nous vend le ciment à 81 000. Combien eux, ils le payent? 20 000, 30 000? C'est sûr qu'ils ne le paieront pas à ce prix, à 80 000. Nous vous disons merci, madame. Ici, il faudrait quand même préciser qu'il y a des agences de placement qui paient les domestiques à 35 000 francs. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? C'est une réalité également, les deux. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, on vous appelle comment? Comme la vie d'Agoué. Comme la vie d'Agoué, allez-y, nous vous écoutons. Oui. Moi, j'aimerais que notre invité nous éclaire un peu sur la situation de Wassem. Je prends, par exemple, on accuse le Premier ministre et Madame Brigitte comme des actionnaires, comme c'est illégal. On va au Bénin, ici, le président même a déclaré, c'est bien, il a cité des sociétés dans lesquelles ils sont actionnaires. Au Burkina Faso, c'est la même chose. Maintenant, pourquoi on demande même la démission du Premier ministre? S'il y a des problèmes à Wassem, ces gens à les régler. Est-ce que c'est interdit, la loi interdit à un député, à un ministre ou à un parti politique de l'opposition comme Brigitte d'être actionnaire dans ces sociétés? Moi, c'est rien de l'amalgame, les gens disent qu'il faut qu'on explique. Est-ce que c'est quoi là? C'est un crime. C'est un péché. Nous vous disons merci, monsieur Komlanvi. Et il faudrait préciser, avant que vous lui répondiez, que ce qui est reproché au Premier ministre et à certains membres de son gouvernement, c'est de détenir des actions dans une société dont les responsables
pratiquent de l'évasion fiscale. C'est cela clairement. Non, ce n'est pas le fait forcément voyez, ou automatiquement qu'ils aient des actions dans des sociétés. Vous voyez votre compréhension de la chose. C'est pour ça c'est ce qui est reproché dans les journaux, voilà, je cite. C'est pour ça qu'il faut bien analyser le dossier avant de s'exprimer. Il y a deux choses. Il y a d'abord l'évasion fiscale que pratiquerait cette société. Ça, c'est condamnable. C'est-à-dire que créer un holding à l'étranger, une société écran, qui facture des services non exécutés, mais dans le seul objectif de diminuer le résultat de l'entreprise, c'est condamnable parce que ça permet de priver l'État togolais d'une partie de ressources à travers les impôts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous ai posé la question par 2 fois. La loi interdit que les sociétés d'extraction minière soient dans une zone franche. Nous savons que Ouassem était dans une zone franche. La question que je pose, est-ce que Ouassem est toujours... Parce que le problème s'est posé avec Servère. Servère, avant, au début, était dans la zone franche. Au bout de 10 ans, normalement, ne devait plus être dans la zone franche. Ils ont changé de nom de Servère pour l'appeler Lomé Catherine, pour que cette société puisse continuer à bénéficier de l'exonération de taxes fiscales jusqu'à aujourd'hui, parce que nos premiers responsables sont les principaux actionnaires de cette société. Alors, comme l'on voudrait savoir ce qui est reproché aux autorités qui sont citées. C'est très important. Et une autre partie maintenant, que j'ai soulevée tout à l'heure, vous n'avez pas retenu, c'est la corruption. Comment ces autorités publiques, ces personnes chargées de fonctions publiques, se sont produits ces actions? Ils peuvent les avoir achetées en ayant leurs sous, comme vous en avez donné l'exemple aussi. S'ils l'ont acheté de manière transparente, avec des chèques traçables, il n'y a aucun problème. Maintenant, s'ils l'ont obtenu tout simplement parce que c'est de la corruption, ils ont utilisé leur poste de responsable pour obtenir cela. Et je vous ai donné comme exemple l'achat de véhicules. À partir de ce moment-là, c'est très grave. Il s'agit de la corruption. Et il me semble que ça doit être ça, parce que quand on regarde la structure de ces sociétés, là, on retrouve toujours les mêmes personnes dans l'actionnariat de ces entreprises-là. Mais là, la question est très grave. Et c'est pour ça que la lutte que nous devons mener va être sur plusieurs plans. La moralisation de la fonction publique. Il va falloir, si monsieur le Premier ministre, avant d'entrer en fonction, avait publié son patrimoine comme le lui impose la Constitution, aujourd'hui le problème ne s'opposerait pas, parce que vous auriez su, avant qu'il ne rentre dans sa fonction de Premier ministre, qu'il est détenteur d'action. Encore une fois, je vous rappelle... D'où la nécessité absolue de faire les réformes constitutionnelles et de faire voter la proposition de loi qui est sur la table de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Encore une fois, je vous rappelle que ce qui est reproché par les journaux au Premier ministre, c'est le fait d'avoir des actions à Ouassem, une société dont les responsables sont cités dans une affaire d'évasion fiscale. Là, vous n'avez pas fait ce lien pour que M. Komlanvi comprenne. Vous avez juste parlé de la manière dont il aurait obtenu ces actions. Je vous ai parlé de plusieurs façons d'analyser le problème. Maintenant, la question que vous posez, si le Premier ministre actionnaire dans cette société-là est au courant ou pas. C'est en cela que les journaux s'interrogent. Or, nous savons que ces sociétés-là ont un conseil d'administration. Et l'État y est également actionnaire. Dans le conseil d'administration, il y a l'État qui est représenté. Et souvent, c'est le responsable de l'État qui préside le conseil d'administration. Or, quel est le rôle d'un conseil d'administration? C'est de s'assurer de vérifier que ce genre de choses la bonne gouvernance de l'entreprise et de veiller à l'intérêt des actionnaires. Ça veut dire que là, les journaux ont des raisons de s'interroger. Il y a concussion, c'est-à-dire qu'il y a une entente entre ces actionnaires indélicats et la société. Parce que peut-être que la part des dividendes qui ne sont pas perçus et qui sont envoyés dans des sociétés offshore, qu'il y a moyen peut-être pour eux de les récupérer ailleurs. Et cela reste à prouver, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas encore d'enquête officielle. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. On vous appelle comment? C'est Papou depuis Agon. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur. Monsieur le journaliste, nous sommes dans un pays où on aime faire toujours sur la magane sur certaines choses. Qu'est-ce qu'une simple communauté peut faire à ce sujet? On est dans un pays où beaucoup de choses se sont passées. On a des marchés. Les politiques ne se sont pas prononcés. Ici, il y a eu des communiqués à l'occasion des faits majeurs que vous venez de citer. Eh bien, qu'est-ce qu'une simple communiqué peut faire? Donc vous pensez que tous ces communiqués n'ont servi à rien en fait? Donne-moi un exemple concret. Je vous cite. Vous dites que ça n'a servi à rien, donc ça veut dire que ça n'a pas servi. Est-ce que le communiqué de Adi peut faire sauter le Premier ministre? Dites-moi. C'est votre perception de la chose, nous vous disons merci. Très rapidement, allez-y. Voilà, nous sommes dans un pays, il y a deux types de journalistes. Voilà un journaliste qui a fait un travail, il y a d'autres journalistes, au lieu d'aller faire le même travail, eux ils sont là maintenant à mettre de la confusion dans la tête des gens. Hier, j'écoutais le journaliste... Monsieur Kokou, nous vous disons merci, nous n'allons pas vous laisser aller dans ce sens. Je vais répondre sur ce plan à monsieur Kokou, c'est très important. Monsieur Kokou, je comprends votre inquiétude. Par rapport aux journalistes qui vont à l'encontre du travail qui a été fait. Mais j'ai un grand respect pour tous les journalistes. Je dis bien pour tous les journalistes. Même si on n'est pas d'accord sur certains comportements ou certaines attitudes, j'ai un grand respect pour ce travail-là parce que les journalistes togolais travaillent dans des situations très peu enviables et pour la plupart, ils s'en sortent très bien. Alors, ces journalistes dont il parle, qui vont à l'encontre du travail qui a été fait par d'autres journalistes, est-ce que quelque part, ceux qui gardent silence également, l'adage dit qui ne dit rien consent, est-ce qu'ils ne participent pas à l'opposé de ce qui se fait? Quand vous dites qui ne dit rien consent, ça veut dire que nous sommes d'accord avec ce que l'alternative a publié. Je vais vous dire une chose. Le 27 juillet, quand Le Monde a publié l'article, la nuit même, avant que ça ne sorte, je l'avais eu sur Twitter, je l'ai très largement distribué et soutenu. J'ai aidé à la publication de l'information. Et pendant ce temps, vous continuez vos recherches. J'ai pris, si vous allez sur le site ANC Togo, vous verrez l'article d'Alternative ainsi que celui du Monde. À la une de notre site. Alors, votre mot de la fin. Ça veut dire que nous apportons notre caution à cela, mais donnez-nous le temps de réagir comme vous le voulez. Votre mot de la fin maintenant. Mon mot de la fin, vous savez qu'aujourd'hui, avec le projet de loi, se rassemblent en commission pour étudier le projet de loi. Je voudrais inviter tous les députés à œuvrer pour que cette proposition de loi aboutisse. Parce que le Parlement togolais fait partie du CIP, c'est-à-dire le comité interparlementaire de l'UOMOA, et qu'à Lomé, le 9 mai 2014, le CIP s'est réuni avec tous nos députés et suite à cela, ils ont fait des recommandations. C'est la recommandation numéro 004 CIP/2014. Et dans ces recommandations, il est bien dit qu'on recommande à tous les pays membres la limitation du nombre des mandats présidentiels à 2. La recherche du consensus pour la définition des règles du jeu électoral. Le respect de l'indépendance de la structure de gestion des élections. Le respect de l'égalité dans le système de financement des partis et des candidats. Donc vous aimeriez que tout cela soit appliqué par les députés? J'aimerais que les députés, tout parti politique confondu, ne se déjugent pas par rapport à ce document que eux-mêmes ils ont adopté et signé. Ce document engage tous les parlements de l'UOMOA. Quand on est appelé honorable, on doit pouvoir montrer au peuple que vraiment on a des attitudes
honorable. Nous vous disons merci, Éric Dupuis, conseiller de Jean-Pierre Fabre et chargé de communication de l'Alliance nationale pour le changement. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Stan Teko était à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou. Dans quelques instants, nos avis et communiqués. Je vous retrouve à 12h pour le journal. Nous vous souhaitons une excellente journée en compagnie de votre radio. 95.5 Nana FM. Nana FM, il est 8h.